Alors la semaine dernière, je vais commencer comme chaque fois par répondre à une ou deux questions qui m'ont été posées au cours précédent ou à quelques remarques qui m'ont été faites. Je vous rappelle effectivement que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser, même par mail, à m'envoyer des questions si vous en avez. Alors je vais commencer par la deuxième. Quel était le plus grand triangle sphérique? Parce qu'on avait dit que sur une sphère, effectivement, déjà si on réfléchit intuitivement, les triangles ne peuvent pas être aussi grands que l'on veut. Ils sont limités par la surface de la sphère. Ce qui n'est pas le cas en géométrie euclidienne. En géométrie euclidienne, vous pouvez avoir des triangles aussi grands que vous voulez. Parce que le plan, il est infini. Tandis que la sphère a une taille finie. Donc, la surface ou l'aire, on va dire, d'un triangle sphérique, est limitée par la surface de la sphère. Bon, ce qu'on avait vu, c'est la formule de Girard qui disait qu'en fait la surface de la sphère était liée à ce qu'on appelle l'excès angulaire, c'est-à-dire que la somme des angles, en gros, la somme des angles d'un triangle sphérique moins 180 degrés, ça donne la surface de la sphère. Si on prend une sphère de rayon 1, par exemple, si on prend une sphère de rayon R, il faut multiplier par R au carré pour avoir la surface. Mais prenons une sphère de rayon 1, donc en gros, la surface de la sphère, c'est la différence entre la somme des angles et 180 degrés. Pourquoi cette différence qu'on appelle l'excès sphérique ou l'excès angulaire? Plutôt l'excès angulaire. Bien, si vous imaginez effectivement un triangle plat sur le plan, sa surface c'est 180 degrés. Là, tous les triangles ont une surface plus grande que 180 degrés sur une sphère. On avait vu que si le triangle est très petit, ça se rapproche de 180 degrés. Mais en réalité, c'est jamais égal à 180 degrés. Il y a toujours un excès. Bon, sauf si le triangle était nul, bien sûr. Et ce qu'on peut voir, c'est que la somme des angles, le plus grand triangle possible, c'est la moitié de la sphère, d'une certaine façon. C'est ce qui correspondrait à un triangle plat, un triangle où vous auriez les sommets alignés en géométrie plane. Là, le plus grand triangle... Alors, il y a une petite ambiguïté, c'est-à-dire que, comme toujours, quelqu'un l'avait fait remarquer, c'est-à-dire que en géométrie sphérique, quand vous faites une figure, vous avez toujours la figure complémentaire. Bon, donc ici, il faut choisir, quoi. Si on prend un triangle, de quel côté on le mesure? Donc on va considérer que on se place sur une demi-sphère, donc la surface la plus grande, c'est la surface de la demi-sphère, d'une certaine façon. Et la somme des angles... Alors là, j'ai pris des angles qui sont, pour donner un peu l'impression que c'est un triangle, j'ai pris un triangle qui n'est pas tout à fait plat, qui n'est pas tout à fait le plus grand, donc avec des angles 74 degrés, 171 et 173, et la somme des angles, ça fait 3 fois 180 degrés. Donc la plus grande somme des angles possible pour un triangle, donc le plus grand triangle, aura comme somme des angles 3π. Alors, je ne sais pas pourquoi pi, ça ne s'est pas écrit correctement, mais enfin, ça se lit quand même. Et l'excès sphérique est de 2π, mais la somme des angles, c'est de 3π, d'après la formule de Girard. Voilà donc une réponse, je ne sais pas si ça vous satisfait, à la question de la dernière fois, quel est le plus grand triangle et quelle est la somme des angles sur le plus grand triangle. Si je le dessinais exactement, ce grand triangle, ça serait un équateur, quoi. Enfin, c'est-à-dire ça serait un grand cercle, tout simplement. Alors la question, est-ce qu'on admet, bon ça c'est une question de peu d'importance, mais de la même façon, en géométrie plane, si vous faites un triangle, est-ce que vous admettez que les trois sommets sont alignés? Ça, ce sont des cas limites. En géométrie, c'est certain qu'on l'admet, pour des raisons, d'ailleurs, dont on va reparler après, de généralité. C'est-à-dire ce qu'on appelle triangle en géométrie, quel qu'il soit, c'est 3 points. Donc ils peuvent être alignés. Ça pose pas de problème théorique, on va dire. Alors, justement, cette histoire d'excès sphérique, j'anticipe un petit peu. Dans cette géométrie qu'on est en train d'étudier, celle de la sphère, l'excès sphérique, c'est-à-dire la différence avec 180 degrés, est positif. C'est-à-dire que la somme des angles est plus grande que 180 degrés. En géométrie plane, euclidienne, l'excès sphérique est nul. La somme des angles, c'est 0,2. Alors ce qu'on va voir après, c'est qu'en géométrie hyperbolique,
la géométrie la plus intéressante qu'on n'a pas encore abordée, qu'on n'abordera pas avant janvier, je pense, l'excès sphérique va être négatif. C'est-à-dire que la somme des angles sera toujours inférieure à 180 degrés. C'est-à-dire que les triangles, on dit quelquefois qu'ils sont maigres, tandis que là, ils sont gros, les triangles. Gras ou gros, comme vous voulez. Et donc, c'est la différence entre les trois géométries, si on peut dire les choses comme ça, c'est-à-dire euclidienne, l'excès sphérique est nul, géométrie sphérique qu'on appelle surtout plutôt géométrie elliptique, donc l'excès sphérique est positif, c'est-à-dire que ça correspond à une courbure positive, et la géométrie hyperbolique qui correspond à une courbure négative. On aurait parlé de col autrefois ou de selle de cheval, ça sera celle-là, dans laquelle la somme des angles sera inférieure à 180 degrés. Bon, j'en profite pour préciser un point. J'avais dit, peut-être un peu rapidement, que sur une sphère, quand on prend une sphère, la courbure est liée au rayon. Alors, je vais donner un exemple, mais en géométrie plane. Parce qu'on avait dit l'autre fois que sur une sphère, si on considère un arc qui joint deux points, c'est-à-dire le plus court chemin entre deux points, il faut que ça soit un arc de grand cercle. C'est surprenant parce que le mot grand cercle, il suggère que c'est plus grand, mais non. Si vous prenez deux points, vous mesurez la distance sur la Terre, sur la sphère. La distance entre ces deux points, la plus courte distance, donc une géodésique. Bien, pour que ça soit la plus courte, il faut que ça soit un grand cercle. Alors pourquoi ? Bien, là, on le voit là-dessus, c'est-à-dire que sur un cercle, alors je ne sais plus s'il faut que... Est-ce que je peux bouger le cercle ? Oui, en fait, vous voyez la longueur de l'arc AB, c'est 6,19. Si je diminue, et la longueur du cercle, c'est 46,39, c'est la longueur du grand cercle. Mais si je diminue... Je ne sais plus ce que je voulais faire après. Disons que la courbure diminue lorsque vous augmentez le rayon. Et du coup, quand vous augmentez le rayon, vous avez des arcs plus courts, en fait. C'est ce qui explique, en géométrie sphérique, qu'il faut prendre le plus grand cercle possible pour avoir une courbure la plus petite sur une sphère. Bon, c'est pas très convaincant ce que j'ai fait là, mais disons que l'idée, c'est ce que je voulais vous faire passer. La courbure, c'est l'inverse du rayon. C'est la définition de la courbure. Hein. Pour un cercle, c'est l'inverse du rayon, ça serait en gros la même chose pour une sphère. Alors pour une surface plus compliquée, ça rejoint cette idée, mais de manière souvent un peu plus compliquée dans la formulation. Alors sur une sphère, le rayon n'est pas infini. Sur un plan, on peut dire que la courbure est nulle. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'un plan, c'est une sphère de rayon infini. Si vous augmentez la taille de votre sphère, ça s'aplatit de plus en plus. Donc on considère qu'un plan, c'est le cas limite où la sphère a un rayon infini. Si la sphère a un rayon infini, un rayon R infini, 1 sur R, ça donne 0. Et donc on obtient bien que le plan a comme courbure 0. Ou la droite, d'ailleurs, si on est en géométrie plane. Alors, une autre question qu'on avait abordée, qu'on m'avait posée, qu'on m'a posée à la fin de l'heure, c'est sur les loxodromies. Alors ça rejoint la question précédente, le cours d'avant, pardon. Alors, une loxodromie, j'en avais parlé avant quand on avait parlé de la cartographie. Hein. Une loxodromie, c'est le fait de se déplacer sur la sphère terrestre en faisant un angle constant. Ce qui intéresse les navigateurs pour pouvoir se déplacer à cap constant sur la sphère. Donc cet angle, ça va être quoi ? Ça va être l'angle entre, si je prends un parallèle comme celui-là qui est en vert vous avez les parallèles, là vous avez donc la Terre
enfin la Terre une sphère, et là vous avez une projection stéréographique, c'est-à-dire une carte, d'une certaine façon, de la Terre, que vous avez reproduite ici. Donc vous voyez que les méridiens, les parallèles, pardon, en vert, sont donnés ici par les cercles en pointillés verts. Alors, on ne s'occupe pas des traits qui sont là pour le moment. Les traits orange, on va voir après. Mais une loxodromie sur la Terre, ça va être un moyen, un chemin, disons, pour aller du pôle nord au pôle sud. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est plus facile pour faire le dessin. Ça va être le chemin qui va me permettre de naviguer à cap constant pour aller du pôle nord au pôle sud. Bon, c'est un peu théorique. En général, on le fait de 2 points autres que le pôle nord et le pôle sud. Mais vous voyez que ce que j'ai dessiné là, en noir, que vous voyez là, c'est une spirale logarithmique. Une spirale, on va dire, pour simplifier. En fait, les loxodromies sur la Terre sont des spirales. Et on voit bien, ici, bon, sur le dessin, c'est pas évident, mais que les angles, ici, en ce point-là, par exemple, à l'endroit où vous croisez les parallèles que j'ai dessinés, les angles sont constants. Autrement dit, vous naviguez à latitude constante. Il suffit de fixer votre cap et puis vous le suivez. Alors, ces loxodromies sont données donc par des spirales, si je projette sur le plan comme je l'ai fait là. On le voit, ces loxodromies sont données par des spirales ici qui sont représentées là. Et là, on voit peut-être un peu mieux que les angles ici et là, par exemple, sont constants. Alors, il n'y a pas qu'une façon de faire une loxodromie, ça dépend du nombre d'enroulements que vous voulez autour de... Là, j'ai mis 10 enroulements autour de la sphère, mais si je change le nombre d'enroulements, si tant est qu'ils veulent le faire, là j'ai 13 enroulements, donc ça ne change rien au raisonnement, simplement vous tournez plus avant d'arriver à votre objectif. Donc vous changez l'angle d'une certaine façon de votre cap. Maintenant, ce qui a fait l'avantage de la carte de Mercator, la carte de Mercator, c'est celle qui donnerait ça, les traits horizontaux. La carte de Mercator, la projection, donc qui n'est pas une projection stéréographique, a l'avantage de projeter les loxodromies sous forme de ligne droite. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est pas un avantage pour le navigateur, mais c'est un avantage pour la réalisation de la carte, pour s'y retrouver sur la carte. Donc on a ici les loxodromies qui sont en noir là-bas, qui sont projetées avec la carte de Mercator. Donc là, il faut oublier la spirale. Et vous avez, dans ce cas-là, la représentation n'est pas parfaite parce que le logiciel ne permet pas d'avoir des droites, il y a une limitation du logiciel là-dessus. Mais vous voyez que ce qui est représenté comme chemin correspondant à loxodromie, ça va être des lignes droites sur la carte. Et ça, c'est la raison pour Mercator, quand il a construit sa projection, qu'on appelle projection de Mercator, j'en avais parlé l'autre fois, il l'a fait pour répondre à cette question. Avoir des droites qui correspondent au loxodromie. Bon, ceci était aussi pour répondre à une question précédente. Si vous n'avez pas de questions là-dessus, voilà. Alors je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Alors la dernière fois, on est en train de terminer la géométrie sphérique. J'avais dit que il me manquait cette partie-là, je vais la montrer rapidement, mais ça n'a pas grande importance. L'idée, c'est de voir, c'est un peu technique, mais c'est de voir que... Alors le théorème de Ménélaüs, je vais expliquer ce que c'est. C'est de voir que, d'une certaine façon, quand on passe de la géométrie plane à la géométrie sphérique, les longueurs, dans les formules, je vais expliquer cette formule, sont remplacées par des fonctions trigonométriques. On l'avait déjà vu sur des exemples, ceci. Donc vous voyez, ce qu'on appelle le théorème de Ménélaüs, Ménélaüs c'était dans l'Antiquité grecque, donc c'est un théorème très ancien, qui dit que si vous avez un triangle ABC, donc vous avez 3 côtés, le troisième je le prolonge en pointillé, et une droite qui coupe les 3 côtés du triangle. Alors, pour que... Donc les 3 points B', A' et C' sont alignés. Et dans ce cas-là, on a cette relation-là.
c'est-à-dire A'B divisé par A'C, multiplié par B'C divisé par B'A, multiplié par C'A divisé par C'B, ça donne toujours 1, si les points sont alignés. En fait, c'est une condition nécessaire et suffisante pour que 3 points sont alignés. C'est-à-dire, si je prends un triangle ABC, et si je veux, alors il faut que je prolonge le troisième côté, et si je mets 3 points n'importe où, alors celui-là je vais l'appeler, ici je vais l'appeler C', celui-ci je vais l'appeler A', celui-ci je vais l'appeler B'. Alors si je divise A'B par A'C, je vais obtenir un nombre qui dépend de la position de A'. Si je mets A' au milieu, ça fait 1,5. Ça fait 1, pardon. Si je mets A' au milieu, A'B est égal à A'C, bon. Mais là, ça fait pas 1. Même chose pour les autres. Et je voudrais maintenant trouver une condition pour ces rapports. Donc, ces 3 rapports A'B sur A'C, B'A, B'C sur B'A et C'A sur C'B, pour que ces 3 rapports qui donnent chacun la position des points sur les segments, sur les droites, on va dire. De ces valeurs-là dépendent la position des points. A, B, C sont fixes. Si je veux que les 3 points soient alignés, il faut que j'ai cette condition-là. C'est le théorème de Ménélaüs. Alors, en géométrie sphérique, on va voir un même théorème. C'est-à-dire j'ai un triangle ABC. Alors c'est un triangle sphérique. C'est-à-dire que ses côtés, ce sont des grands arcs de cercle. Des cercles de grand arc. Donc, des arcs de grand cercle, pardon. Et j'ai une droite. Alors la droite, c'est le cercle, le grand cercle A', B', C'. Et bien même chose, pour que ces 3 points A', B', C' soient alignés, c'est-à-dire que pour que A', B', C' soit vraiment une droite, c'est-à-dire un grand cercle, ben il faut que j'ai cette relation-là, qui correspond, vous voyez, à peu de choses près, en mettant le point O ici au milieu partout, qui correspond à celle-là. Alors ça, c'est le théorème de Ménélaüs sphérique. Voilà, bon, c'est un peu technique, mais ça n'a pas grande importance, les formules. Hein. C'est pour montrer qu'il y a quand même une relation entre les formules de géométrie euclidienne, parce que là-bas c'est de la géométrie euclidienne, et là c'est de la géométrie non euclidienne. Il y a quand même une relation entre les deux. Et ça, on va retrouver ça très souvent dans les différentes géométries. On verra que dans la géométrie à courbure négative, ici, ça sera ce qu'on appelle des sinus hyperboliques, pour ceux qui connaissent, les fonctions sinus hyperboliques à la place de la fonction sinus habituelle. Mais encore une fois, si vous ne connaissez pas ni la trigonométrie, ni la trigonométrie hyperbolique, encore moins, il ne faut pas vous inquiéter, c'est pas important. L'important, c'est de se faire une image comme ça, d'une espèce de correspondance entre les deux, qu'on va retrouver. Et c'est ça qui va m'intéresser par la suite. Pour les grands cercles, ça ? Pardon ? Ce n'est vrai que pour les grands cercles ? Dans la trigonométrie sphérique, là, c'est pour les grands cercles, oui. Tout ce qui est dessiné, ce sont des grands cercles. Hein, c'est-à-dire que même les arcs qui représentent les côtés, ça se voit moins sur le dessin, les arcs qui représentent les côtés, alors pour ce côté-là, ça se voit un peu mieux pour BC, puisque j'ai oublié de le prolonger, comme j'ai prolongé ici BC, et je l'ai prolongé par un grand cercle. Il faut que ça soit des arcs de grand cercle. Quand on parle en géométrie sphérique, quand on parle de droite, ce sont des grands cercles, toujours. Si on veut faire une analogie, il faut conserver cette idée. D'autres questions ? Bon, encore une fois, c'est un peu secondaire par rapport à mon propos. Alors ça termine ce que je voulais faire sur la géométrie sphérique. Alors, une conclusion, c'est-à-dire que les éléments et les axiomes diffèrent, puisque en géométrie sphérique, par exemple, il n'y a pas de parallèle, on l'a vu la dernière fois,
les triangles, les droites ne sont pas les éléments, c'est-à-dire par exemple les droites ne sont pas des droites habituelles. Donc cette géométrie contredit plusieurs postulats d'Euclide. Bon, le postulat d'Euclide, je vais y revenir, mais en tout cas, les idées habituelles que l'on a sur la géométrie. Par exemple, vous avez la notion de ligne droite n'est pas la même, puisque d'abord c'est un cercle, et du coup, dans l'idée d'Euclide, un segment peut être prolongé à l'infini. Or là, c'est pas possible. Sur une sphère, c'est prolongé au maximum, c'est la longueur du cercle. Et puis le cinquième postulat en particulier, celui qui va m'intéresser dans la suite, n'est pas vrai. Mais malgré ça, malgré le fait que ça contredise les éléments d'Euclide, ça a été utilisé, bien entendu, sans faire trop le rapport entre les deux. Alors que des gens se posaient la question de la géométrie euclidienne. Est-ce que c'était la seule géométrie? Est-ce qu'on pouvait démontrer certaines choses comme le cinquième postulat? Mais en fait, ils utilisaient en géométrie sphérique des choses qui contredisaient la géométrie euclidienne, d'une certaine façon. Ça n'a pas posé de questions jusqu'au XIXe siècle, on va dire. Ça va être l'objet de la suite. Alors, on va passer à un deuxième aspect tout à fait différent, c'est la perspective. Alors, je rappelle mon idée, c'est que je veux vous montrer, à travers la géométrie sphérique et la perspective maintenant, qu'on a justement utilisé des géométries non euclidiennes sans le savoir. Et là, on entre dans tout à fait un autre domaine, c'est celui de la peinture, c'est pas du tout le domaine de l'astronomie ou de la géographie. Donc ça s'est développé indépendamment du travail qui pouvait être fait en géométrie sphérique par les astronomes ou par les géographes. Ça s'est développé à la Renaissance, à partir du XVe siècle, en Italie. Alors, ce qu'on va voir dans la suite, c'est que d'une certaine façon, je vous amène petit à petit à des géométries de plus en plus exotiques. C'est-à-dire que la géométrie sphérique, c'est assez exotique quand même, puisqu'on vient de voir que ça ne suivait pas les règles, mais en même temps, étant donné qu'on peut plonger une sphère dans l'espace de dimension 3, ça reste compréhensible en termes de géométrie euclidienne. Les calculs qui sont faits en astronomie, je l'avais montré l'autre fois en faisant un schéma d'une sphère, en mettant des coordonnées en dimension 3, surtout à partir des cartes, on peut faire des calculs qui correspondent au plongement de la sphère dans l'espace de dimension 3. Bon, on va voir qu'en géométrie projective, qui va être la formalisation de la perspective, ça va être un peu plus compliqué. Et donc on va avoir des aspects un peu, comme on avait des aspects en géométrie sphérique qui étaient un peu surprenants, on va avoir des aspects encore un peu plus surprenants de la géométrie. Alors pour ça, on va commencer, comme on l'avait fait pour la géographie, on va commencer par le point de départ historique, c'est-à-dire la perspective. La perspective apparaît au XVe siècle, pardon. En Italie, on dit au Quattrocento, c'est-à-dire les années 1400. Et ça apparaît donc à Florence en particulier. Alors ça vient, l'origine perspective, c'est regarder à travers. Alors là, vous avez un exemple qui illustre ceci. C'est-à-dire que la perspective, c'est une façon de regarder le monde à travers un tableau. Le tableau étant considéré comme une fenêtre que vous regardez à partir de votre œil. Alors, c'est pas totalement éloigné de la cartographie, puisque en fait, vous faites une carte du monde sur un rectangle aussi. Sauf que le point de vue est différent, on va voir. Et les techniques aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle une projection centrale, c'est-à-dire que votre œil reçoit la lumière venant des différents points du cube. Là, le personnage, on peut imaginer que c'est un peintre, il est en train de représenter sur son tableau qu'on voit, nous, de l'autre côté, mais un cube. Donc en fait, il prend les différents points du cube, donc les sommets, disons A, B, C, D, et puis on joint l'œil du personnage jusqu'à chacun des points. Ce rayon lumineux traverse le tableau, la surface qui va servir de tableau, en un point, par exemple, petit b, ça va donner un point petit b, grand B, pardon, ça va donner un point petit b, et c'est ça qui va être le dessin sur le tableau.
Le dessin du point grand B, c'est le point petit b. Alors on dit que c'est une projection centrale, c'est-à-dire que c'est la projection de centre O du point grand B sur la surface du tableau. Ça donne le point petit b. Alors on voit tout de suite, alors il y a un problème avec la perspective, c'est que quand vous voulez faire un dessin comme là, pour expliquer la perspective, vous êtes déjà en perspective. Et ça fausse le dessin. Parce qu'il faut imaginer que le cube, ses côtés sont parallèles. Malheureusement, quand le vrai cube, hein, celui qui est devant, l'objet cube, bon, malheureusement, vous ne pouvez pas le dessiner, vous le dessinez déjà en perspective. Par contre, vous voyez que les côtés BC et AD que vous allez imaginer parallèles, eh bien, sur le dessin, ils ne sont plus. Donc la perspective ne conserve pas le parallélisme. En ce sens-là, c'est là qu'on est déjà dans la géométrie non euclidienne. C'est-à-dire qu'en géométrie euclidienne, quand vous avez une transformation euclidienne, comme une rotation, une symétrie, une droite, deux droites parallèles sont remplacées par deux droites parallèles. Donc là, vous avez une transformation qui ne va pas conserver le parallélisme. D'accord ? Donc déjà, dès le départ, on voit qu'on n'est pas dans une géométrie euclidienne. Alors si on observe deux droites parallèles, notre œil les voit converger en un point. Voilà, ça ne se voit pas trop sur le dessin, mais... Et la question centrale va être, pour la peinture, pour le moment pas pour la géométrie, va être, qu'est-ce que c'est que ce point où convergent les parallèles ? Puisque les parallèles ne convergent pas dans la réalité, mais en fait, quand vous les représentez, ça converge. Qu'est-ce que c'est que ce point ? Ça, c'est central dans tout ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va appeler le point à l'infini, qui a été appelé point idéal au départ par les peintres, mais qu'en mathématiques, on va appeler point à l'infini. Donc, on va détailler tout ça. Alors, les règles de la perspective, c'est-à-dire les règles qui sont utilisées par les peintres de cette époque, sont une droite est représentée par une droite, ce qui veut dire que ça conserve l'alignement. Ça, c'est comme en géométrie euclidienne. Si vous avez, vous imaginez par exemple le montant d'une porte, si vous tournez la porte, le montant d'une porte, c'est, on va dire, 3 points alignés, le haut, le bas et le milieu. Si vous tournez la porte, les 3 points, heureusement pour nous, restent alignés. Donc dans une rotation, les points restent alignés. Bon, là non, là oui, pardon, là aussi. Les points restent, dans la projection, les points restent alignés. Donc, deux droites parallèles sont représentées par deux droites séquentes, sauf, il y a un cas particulier si elles sont parallèles au tableau, on va dire pour simplifier. On va voir ce que ça veut dire l'horizon après. Et ce qu'on va voir après, c'est qu'une conique est représentée par une conique. Une conique, c'est un cercle, une parabole, une hyperbole, on va dire. Alors, ça ne veut pas dire qu'un cercle est représenté par un cercle. Ça veut dire qu'un cercle va être représenté par une conique. C'est-à-dire soit par une ellipse, soit par une parabole, soit par une hyperbole. Ça va dépendre d'une certaine façon de l'angle de projection. Bon, alors, voyons tout de suite maintenant quelques illustrations, s'il n'y a pas de questions sur ce préalable. Voyons un peu quelques détails sur la perspective. Alors, d'abord, prenons ces deux droites, elles sont séquentes. Mais là, est-ce que vous diriez qu'elles sont séquentes ? C'est les mêmes droites que tout à l'heure. Or, si vous les regardez comme ça, vous ne dites plus qu'elles sont séquentes. Donc ça veut dire que le fait qu'elles soient séquentes, c'est une question de représentation, ou pas. Alors dans le réel, elles sont séquentes. Les deux droites que j'avais dessinées avant, quoi, je veux dire. Et là, en fait, ces deux droites, en réalité, si tant est que la route ait été bien faite, ces deux droites sont parallèles. Dans la réalité. Mais sur le dessin, elles sont séquentes. Donc cette notion de... Une partie, on va dire, de la perspective, ça va consister à travailler sur cette... j'allais dire dialectique, mais enfin, n'exagérons pas, sur cette relation qu'il y a entre séquente et parallèle. Pour abandonner finalement la notion de géométrie projective, celle de la perspective, est une généralisation de la géométrie euclidienne.
et qui va inclure les géométries non euclidiennes. Alors, nos yeux voient en perspective, vous voyez que ça c'est une photo, mais en fait c'est ce que voient nos yeux, et vous voyez qu'il y a une perspective, on le voit ici sur les... Si on regarde le bas du mur et le haut du mur, ben ça converge vers un point là-bas, alors que normalement c'est parallèle dans la réalité. Alors, en fait, ce qu'on peut dire quand même, c'est que en géométrie euclidienne, quand on reste au voisinage de l'endroit où on est, puisque localement l'espace est euclidien, on a l'impression que quand on fait de la géométrie, c'est le réel qu'on dessine. Mais en fait non, c'est quand même une représentation. C'est une représentation locale de ce qu'on voit. Et là c'est pareil. C'est aussi une représentation, mais qui n'est plus locale, puisque là vous pouvez considérer des droites qui sont des segments qui sont très longs, et la représentation n'est plus vraiment locale, mais c'est quand même une représentation dans les deux cas. Donc la géométrie euclidienne, comme une cartographie, comme dans la cartographie, la géométrie euclidienne peut être considérée comme une représentation du réel, et la perspective aussi. C'est pas la même représentation, tout simplement. Alors, voyons l'exemple d'un parallélépipède. Vous voyez que, alors là c'est le même problème que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui est en haut là-bas, c'est censé être le réel, c'est-à-dire un parallélépipède, un cube si vous voulez. Et ça va être sa représentation sur le tableau. Là vous voyez le plan de ce tableau. Là c'est en dimension 3. Là j'ai projeté ce tableau. Donc ça c'est ce que dessinerait le peintre qui veut représenter cet objet. Et si l'œil du peintre ici, je l'ai appelé E, si je modifie la position de E, eh bien l'objet lui ne change pas. Mais par contre la représentation va changer en fonction de la position de l'œil. À chaque fois ce que vous voyez, donc je rappelle ce qui est à droite, c'est ce que vous voyez là-bas en dimension 3. Et la perspective dépend donc du centre, de la position du centre de projection. Alors avec des règles qui sont celles que j'ai rappelées tout à l'heure, à laquelle ça ne va jamais déroger, c'est-à-dire l'alignement des points va rester l'alignement des points. Les points alignés vont rester alignés sur le dessin. Là c'est pas le cas, on ne voit pas de points alignés sur le cube en fait. Alors, voyons maintenant, du point de vue de la peinture, ce qui a été le travail d'origine des peintres, c'est-à-dire de représenter, un paysage en perspective. Alors là, c'est un paysage tout à fait abstrait, parce que je l'ai fait faire par ChatGPT, à vrai dire. C'est un paysage déjà complètement artificiel. Mais enfin, je vais essayer de représenter ça, en imaginant que ça, c'est le réel, en perspective, ici, sur le tableau. Donc, je vais expliquer les règles qu'utilisaient les peintres de la Renaissance. Alors, mon objectif, c'est pas de faire un cours de perspective, donc je vais pas rentrer dans cette histoire. Si ça intéresse les gens, vous me poserez des questions là-dessus, je pourrai en parler la prochaine fois. Mais en tout cas, je vais donner les règles qui étaient utilisées vers les années 1450. Donc, on fixe la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, ça va être en fait ce qui correspondrait à ce qui est à l'infini, en perspective. Et je prends un point F qu'on appelle le point de fuite. Bon, alors, la base DG, on va la voir après. Hein. J'ai écrit avant, mais on va la voir après. Alors, ce point F, en fait, en gros, c'est la projection de l'œil du peintre sur le tableau. Il est juste devant, il dessine en regardant ce point F. En prenant ce point F comme point de fuite. Alors, oui, alors le problème, c'est que mon dessin, il va falloir que je... Voilà. Alors, donc, je reviens peut-être en arrière, parce qu'effectivement, peut-être que c'était avant... Oui, il y avait des G. Alors, je voudrais dessiner le carrelage, là. Donc, je choisis le dessin, je suis obligé de faire un choix au départ. Hein. Un choix qui correspond en fait à un choix d'échelle, d'unité. Donc, je vais choisir cette longueur-là. Sur mon dessin, je vais dire que c'est ça. Je fais un premier choix. Et
je vais dessiner les deux droites qui partent de là, de ces deux extrémités. Donc je vais dessiner ces deux droites. Alors sur le dessin là, sur le réel, on voit bien que ça se rejoint quelque part. Bon, c'est pas tout à fait exact parce que le point de fuite est un peu plus loin, mais bon, en gros c'est l'idée. Je vais donc je dessine les lignes de fuite, ce qu'on peut appeler les lignes de fuite. Alors la question c'est où va être l'autre côté du carrelage, du carré, ici, que je voudrais dessiner là, qui correspondrait à ça. Alors là aussi, je suis obligé de faire un choix. Ce choix, il va représenter en fait d'une certaine façon la profondeur que je veux donner au dessin. Donc soit je fixe arbitrairement, je dis que mon deuxième carré, mon premier carré est là, je peux faire comme ça, ou alors je dis qu'à partir de là, tout le reste de la construction est déterminé. J'aurai plus rien d'autre à choisir. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, je détermine un deuxième point là-bas, avec la diagonale, qu'on appelle le point de distance. J'aurais pu faire le contraire. J'aurais pu choisir de placer un point de distance, de tracer la diagonale, et après d'en déduire ici la parallèle. Ces côtés-là restent parallèles parce qu'ils sont parallèles à la ligne d'horizon. Donc, il y a deux façons de faire. Soit je choisis le côté HI et j'en déduis une ligne de fuite secondaire, on va dire. On va voir pourquoi c'est aussi une ligne de fuite. Soit qui correspond au point qui est là-bas, F', soit je construis le point F'. Alors, certains peintres, par exemple, mettaient le point F' au bord du tableau. Tout simplement. Pour beaucoup, la règle, c'était que la distance sur le tableau entre là et là-bas devait être la même que celle-là. C'est-à-dire F jusqu'ici, c'est la même longueur que FF'. Il y avait différentes possibilités. En fait, ça intervient sur l'effet de profondeur que l'on veut avoir. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si je joins H, F', j'obtiens une droite. Cette droite, ça va être la diagonale du carré suivant. Mais les deux diagonales sont parallèles, en fait, en réalité. Si vous regardez sur si vous avez deux carrés, vus de face, donc je prends un carré, ça, en bas c'est mon premier carré, donc ça c'est DG, ça c'est HI. Vous voyez qu'en réalité, cette diagonale-là et cette diagonale-là sont parallèles. Donc, elles doivent se couper à l'horizon, dans la perspective. Ce qui explique que pour construire le point J, je pars du point de fuite secondaire, F', je trace FJ, je prolonge et j'obtiens H. C'est le contraire. Je pars de F', je trace F'H, qui va jusqu'en G', et ça va me donner à la fois le point J et le carré qui est à côté. La longueur, la largeur du carré qui est à côté. Donc ici, je vais pouvoir avoir le carré suivant, en traçant une parallèle. Et puis je vais continuer comme ça. Alors je vais donner plusieurs étapes, mais tout a été donné là depuis le début. On continue, c'est-à-dire que là je peux tracer la ligne de fuite partant de G. En joignant avec la parallèle, j'obtiens le point qui est au-dessus de G'. Et puis je continue de cette façon. Et je vais avoir tous les carrés petit à petit. Toutes les projections des carrés. Donc vous voyez que, à partir du moment où j'ai choisi un point de fuite F, le segment de départ
et le point de fuite secondaire, je ne peux plus modifier quoi que ce soit dans la construction. La construction devient complètement déterministe. Alors ça, ce sont les règles qui avaient été mises en évidence par des gens comme Alberti et d'autres au XVe siècle. Des questions là-dessus ? Alors, vous voyez bien que dans ce dessin, les droites parallèles, sauf celles qui sont parallèles à la ligne d'horizon, se coupent en un point. Oui, pardon. Est-ce qu'on peut voir avec le logiciel l'effet de profondeur ? Alors, je sais pas, je pense pas parce que je vais essayer de bouger ça ici. Non, c'est pas ça qu'il faut que je bouge, c'est le point H ici. C'est-à-dire que, en fait, je vais jouer sur le rapport des tailles entre les deux premiers. C'est difficile parce qu'il faudrait que je dessine tout le carrelage pour aller voir cet effet de profondeur, en fait. Et là, je n'ai pas prévu de le faire. Je le ferai pour la fois prochaine, si vous voulez. Je compléterai le truc et on essaiera de le montrer. Parce qu'en fait, vous voyez bien que vous pouvez voir d'une certaine façon la maison plus ou moins loin dans un dessin en perspective. C'est un peu cette idée, mais effectivement, il aurait fallu que je fasse le carrelage en entier pour qu'on le voit bien. C'est-à-dire que d'une certaine façon, si je prends le point G, il faut que je bouge le curseur, si je prends le point H, pardon, plus près de D, je veux avoir plus de carrés. Enfin, j'appelle ça des carrés, mais c'est pas des carrés en réalité sur la figure. Et donc, si j'ai plus de carrés, j'ai l'impression que l'objet est plus loin, l'horizon est plus loin. C'est un peu ça l'idée. Bon, après, c'est aussi approximatif. Une représentation comme celle-là, elle peut pas être totalement conforme à ce qu'on fait en réalité. Bon, il faut se dire aussi que dans la peinture, cette façon de peindre de la Renaissance a été utilisé de manière intensive entre, en gros, 1450 et 1500. Après, comme une technique, en fait, une technique qui a été développée vraiment avec toutes les questions qui vont avec, par exemple, comment on représente un cercle, comme ça, on va le voir après. Comment on représente une ellipse. Par exemple, en Italie, il y a un musée, un château à Urbino, où vous avez un exercice de style qui était donné aux apprentis peintres, aux apprentis dessinateurs et peintres, c'était de représenter les chapeaux vénitiens, en fait, ronds avec une pointe dessus, les représenter en perspective. Et donc on voit des représentations de ça. Alors, l'idée c'est que c'est une technique qui se ramène à des constructions géométriques. Et cette technique va être, encore une fois, y compris par Léonard de Vinci, très utilisé, sauf qu'à un certain moment, comme toute technique, on va dire, la peinture, c'est pas ça, quoi. Ça, c'est une façon, c'est une technique à utiliser pour avoir une représentation un peu réaliste, mais Léonard de Vinci disait que la peinture ne se réduit pas à la perspective, en fait. On peut, donc on va voir, on voit dans l'histoire que ça a été non pas abandonné, mais la perspective a été trafiquée de plusieurs façons pour donner des effets. Un des effets, c'est par exemple, je vous montrerai après, si vous connaissez le peintre Escher, le dessinateur Escher, il a modifié les perspectives pour construire des objets bizarres. Je vous montrerai un exemple après. En tout cas, la perspective, c'est un point de départ pour un certain type de représentation. Alors, l'idée, c'est de représenter la profondeur du réel, la profondeur de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des techniques de ce type-là avant. Il y avait des techniques chez les Romains, par exemple, de construction avec des échelles différentes d'objets, de figures en perspective, mais ça ne suivait pas des règles aussi strictes que ça, pour donner cette impression. Par exemple, dans la peinture chinoise, il y a ce qu'on appelle la perspective atmosphérique, qui était très développée, où pour montrer deux plans différents, on mettait une espèce de brouillard entre les deux, qui faisait qu'on avait l'impression d'avoir une profondeur. Donc ce ne sont pas des techniques de perspective dans ce sens-là. Il y a d'autres techniques artistiques pour représenter le réel, c'est-à-dire la profondeur du réel en peinture. Alors, on continue un peu.
Voyons maintenant quelque chose de plus compliqué. Alors maintenant, on aborde plus le côté un peu mathématique, parce que ça va être représenter une parabole en perspective. Dans la réalité, les paraboles, les ellipses, oui, c'est le cas, mais les paraboles, ça n'intervient pas très souvent dans la peinture quand même. Alors, attendez. Voilà une parabole. Attendez, je l'ai ouvert 2 fois. Voilà une parabole. Donc, encore une fois, le tableau, en dimension 3, voilà ce que ça donne. Et vous voyez que quand je vais déplacer le point M ici sur la parabole, vous voyez qu'on voit le dessin se faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'à l'infini, bon, je vais le passer plusieurs fois, à l'infini, à l'infini, quand on va très loin, ces 2 branches de la parabole se rejoignent quelque part, en perspective. Donc la parabole devient une ellipse, en fait, en représentation. Alors, pas tout à fait, parce que là, je ne peux pas aller jusqu'à l'infini avec le logiciel, mais vous imaginez que donc ici, on le voit à peu près, quoi. Ici, on a une ellipse. Je ne sais pas si je peux modifier le plan du tableau. Non, je ne peux pas modifier. Je peux modifier la perspective ici, peut-être, en le mettant comme ça. Bon, vous voyez que ce qui est une parabole dans la réalité, va être représenté par quelque chose qui n'est pas une parabole, mais qui est quand même une conique. Les coniques, je rappelle, et on verra d'ailleurs pourquoi tout à l'heure, pourquoi c'est représenté par une conique. Les coniques, ce sont, je rappelle, parabole, hyperbole, ellipse. Et cercles qui sont des ellipses. Et vous voyez que donc ce que j'ai fait là simplement, c'est je montre comment, en déplaçant, je vais peut-être aller un peu vite, je recommence. Donc en déplaçant, on a dit tout à l'heure que là je suis trop loin aussi. Là je suis quasiment à l'infini. Quand j'ai un point M ici, d'après la construction de la perspective, le point M va me donner un point P sur le tableau. Vous avez le rayon lumineux qui va de M à l'œil du peintre qui est en A. Et en déplaçant le point M, je parcours toute la parabole. C'est ici. Le point, il est dans l'axe de la parabole. Le point ? Ah. Oui, dans cet exemple-là, mais on pourrait le faire de côté, ça donnerait une ellipse plus déformée, je dirais. Ou ça pourrait donner effectivement une hyperbole ou une... Ça dépend de la position du point. Alors là aussi c'est pareil, je ne sais pas trop si je peux modifier le point A, mais je ne sais pas si je peux le modifier. Donc attendez, je vais refaire le dessin, il faut que j'annule tout. Je vais mettre le point, mais je pense que ça va... Je ne vais pas réussir à avoir autre chose qu'une ellipse. Ouais, c'est moins évident là, vous voyez, on voit. En fait, ça c'est les limites du logiciel, c'est pas possible de faire toutes les constructions possibles avec ce logiciel. Mais en tout cas, l'idée c'est quand même qu'on n'obtient pas une parabole, pas obligatoirement une parabole. En tout cas, ce qui est certain, et ça va être important dans la partie suivante du cours, quand je passerai à la partie mathématique de la perspective, on verra bien que ces points qui sont à l'infini, qui sont très loin sur la parabole, ils sont quelque part à l'infini et il faut bien les représenter d'une certaine façon. Et on les représente par le fait que la parabole se ferme. Il y a aussi un point particulier, c'est qu'en fait ici, si vous imaginez la situation, cette parabole, quand vous la regardez très loin, en fait ça donne 2 droites parallèles. Elles deviennent de plus en plus parallèles, les branches de la parabole, ce qu'on appelle une direction asymptotique en mathématiques. Les deux branches de la parabole deviennent presque des droites parallèles. Et ces droites parallèles, effectivement, elles se coupent au point de fuite, qui est donc le point commun aux 2 branches de la parabole. Je voudrais poser une question, Oui ? qui est le point de fuite qui est représenté sur le tableau. Quand vous faisiez tout à l'heure les carrelages, le Ouais. point de fuite. Par rapport à l'œil du peintre, ce point de fuite, c'est une projection de l'œil du peintre dans le tableau ? Oui. En gros, c'est le peintre met son tableau, et puis, bon, après, il y a des effets qui peuvent être... on peut modifier ça pour produire des effets, mais en gros, théoriquement et classiquement, le point de fuite, c'est la projection orthogonale de l'œil sur le tableau. Alors après, il va y avoir justement
des déformations qui sont dues au fait que si vous vous mettez très près du tableau, vous mettez le tableau qui est là, vous vous mettez là, vous allez avoir des choses, par exemple dans la peinture Les Ambassadeurs d'Holbein, il y a au premier plan un objet qu'on ne reconnaît pas, en fait. Et c'était construit de cette façon, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une anamorphose, c'est-à-dire qu'en modifiant la perspective, un peu comme fait Escher dans d'autres situations, on va modifier les effets que ça donne. Et ça va être très utilisé pour cacher des objets dans une peinture, par exemple. C'est le cas, pas pour les ambassadeurs, l'objectif c'est pas de les cacher, mais c'est de montrer, c'est un peu... Enfin si, ça a un sens symbolique, quoi, on va dire. Oui, mais ça ne touche que l'éloignement, c'est-à-dire ce qui est face au peintre. Parce que si on revient au carrelage, le premier côté des carrés qui sont tout à côté du peintre, quand on s'éloigne à droite et à gauche, ils restent de la même longueur. Non. Je pense pas. Non, enfin, je pense pas. Oui, parce que, alors... Attends, je reviens sur le truc précédent. C'était celui-ci. Alors ça dépend, peut-être j'ai mal compris ta question. Tu veux dire ces côtés-là ? Ces côtés-là, ici ? À droite et à gauche. Oui, ben... Les côtés restent de la même longueur. Alors, attends, il faut que je remonte mon dessin. Mon dessin ne va pas être... Ici, déjà, c'est pas la même longueur, en fait. Hein. Mais ici, c'est déjà plus petit que là. Un peu plus petit. Puisque... comment expliquer ça ? Je vais faire le dessin plus complet pour la semaine prochaine pour vous convaincre, mais c'est plus petit. Hein. Ici, ce côté-là est plus petit que celui-là. Légèrement plus petit, mais on ne voit pas trop la différence là. Donc j'y reviendrai. En fait, comment dire ça ? Ça se voit pas sur le premier, mais ça se verrait plus sur le suivant, parce qu'en fait on projette ceci pour avoir le suivant ici qui va être là. Ouais, c'est pas évident, oui. Je vais le faire. Je vais le refaire pour... c'est pas trop compliqué à faire, il suffit que je prolonge la construction, quoi, en fait. Alors, ce qui est certain, la question que tu poses, mais c'est vrai que quand on est à la hauteur du peintre, si on peut dire, hein, c'est moins évident. Mais ce qui est certain, mais quand même, les points qui sont de chaque côté du peintre sont dessinés en perspective, quand même. Puisqu'on utilise la construction avec le point de fuite. Donc c'est ça qui me fait dire que non. Simplement, la variation va être plus faible que quand on s'éloigne vers l'infini. Ce qui est certain, c'est que les distances ne sont pas conservées. Alors par exemple, si vous projetez une route avec des arbres régulièrement espacés, en perspective, ça ne va pas donner des arbres régulièrement espacés. Et c'est même pire que ça, j'allais dire. C'est-à-dire que les rapports entre les longueurs ne vont pas être conservés, contrairement à la géométrie euclidienne. Mais ça, on va y venir après. Les rapports entre les longueurs que vous mettez sur la peinture ne sont pas les mêmes que les rapports entre les longueurs que vous regardez. Si un point que vous regardez est au milieu d'un segment, sa projection sur la peinture ne va pas être au milieu. C'est-à-dire que le rapport, si j'ai un segment AB dans le réel, et un point I qui est le milieu, j'ai IA sur IB égale 1. Mais sur la peinture, vous n'aurez pas I''A' sur I'B' égale 1. Donc non seulement les longueurs ne sont pas conservées, mais les rapports de longueur ne sont pas conservés. Par contre, il y a autre chose qui va être conservé, c'est les rapports de longueur. Ce qu'on va appeler les birapports. Et ça, on va en parler à la fin. On ne va pas tout faire d'un seul coup. Il faut avancer. En tout cas, bon... prenons justement les coniques de manière plus générale. Alors, ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait ici avec vous, mais il y a quelques années sans doute. C'est, d'une certaine façon, on peut représenter la situation en regardant du point haut. Alors j'ai fait le dessin verticalement parce que c'était plus facile à faire, mais vous pouvez imaginer que vous regardez du point haut, vous regardez un cercle du point haut. Bon, là j'ai représenté le cône, si je supprime le cône, ça c'est le cône de vision en fait du peintre.
dans la perspective. Bon, ça donne ceci. Donc, si je modifie l'angle sur lequel je projette, en fait, j'imagine que ça, c'est le cercle que je vois, le vrai cercle. Ça, c'est le dessin. Ben, en fonction de la position du tableau par rapport au... Là, c'est une construction plutôt plus géométrique qu'artistique. Hein. C'est simplement la façon de représenter mathématiquement la perspective. Bien, je vois que ce que je projette, puisque la projection en perspective, ça consiste à faire ça, exactement, c'est-à-dire à passer d'un plan à un autre en traçant des droites qui joignent un point de l'objet à un point de la représentation, eh bien, ça va dépendre. Là, le cercle est déjà transformé. Je vais remettre le cône. On voit que c'est l'intersection entre le cône et le plan qui fixe la forme de l'objet. Et on voit que si je continue, alors bien sûr après ça ne va plus correspondre à grand chose du point de vue de la perspective, mais du point de vue mathématique, eh bien, on voit que, vous voyez ici par exemple, à un moment donné, c'est assez difficile de tomber dessus, je vais obtenir deux droites. C'est-à-dire c'est quand le plan d'intersection, c'est un plan de symétrie du cône. Là j'obtiens deux droites, et ça veut dire qu'en gros deux droites c'est une conique. Puisqu'en fait, là, je suis en train de transformer une conique en une autre conique. Et le fait qu'on ait deux droites, c'est une conique aussi. Et si je continue, vous voyez que là, à droite, on voit ce que ça donne, mais c'est pas toujours évident parce qu'il y a des moments... Là, c'est une ellipse. Et là, ça devient une hyperbole. Vous avez deux arcs, le petit là-haut. Donc, on peut avoir successivement des ellipses, des hyperboles, des paraboles, des cercles, en fonction de l'angle entre les deux plans. Alors, du point de vue de la perspective, c'est pas exactement comme ça qu'on voit les choses, mais du point de vue mathématique, c'est comme ça qu'on va les voir. C'est-à-dire, la perspective, c'est la projection d'un plan sur un autre à partir d'un point. Ça va être la définition d'une perspective, on va dire, en géométrie. Alors là, j'ai expliqué, en arrivant là, sur ce point, là j'arrive sur la partie mathématique, c'est-à-dire que finalement, la perspective jusqu'en 1600 et quelques, entre 1450 on va dire et 1600, ça reste une technique, même une technique de dessin, et à partir du XVIIe siècle, il y a des mathématiciens, mais qui sont aussi comme Girard Desargues, là, que je vous montre, qui est un personnage très particulier. Il se faisait appeler Sieur Girard Desargues lyonnois, pour préciser bien qu'il venait de Lyon. Il était très fier d'habiter Lyon, et donc son nom, il avait transformé en Sieur Girard Desargues de lyonnois. Donc ce personnage, qui était un ami de Descartes, contemporain de Descartes, et un ami de Descartes et un ami de Pascal. Pascal va plutôt être un de ses élèves, tout à fait. Avec Descartes, c'était un ami, mais avec lequel il a eu des confrontations d'idées sur les mathématiques et sur d'autres choses. Alors c'est quelqu'un d'assez particulier parce c'était pas du tout un mathématicien au départ, c'était un dessinateur qui travaillait dans le domaine de la taille des pierres. Et des constructions de bâtiments aussi. Et il avait, dans ses écrits, dans ce qu'il a écrit, il avait un vocabulaire très imagé et pas du tout mathématique. Il utilisait des termes qui n'étaient pas du tout mathématiques. Une droite, il appelait ça un essieu, par exemple. Et du coup, il a eu beaucoup de mal à se faire comprendre, des mathématiciens de l'époque qui l'ont beaucoup critiqué là-dessus. Et il y a, à part Descartes et Pascal, beaucoup l'ont rejeté. Il a été aussi rejeté du côté des praticiens de son art, c'est-à-dire des tailleurs de pierre ou des architectes, parce que ces gens-là ne comprenaient pas en quoi ces idées étaient novatrices. Alors, qu'est-ce qui va... D'une certaine façon, on peut dire qu'il commence à étudier la perspective d'un point de vue moderne au sens de la géométrie. Il ne va pas se contenter de le voir comme une technique de dessin, mais
sa question, ça va être justement cette gestion de l'infini. Qu'est-ce qui se passe avec les points à l'infini? Comment on pourrait traduire ça de manière concrète? Comment on pourrait comprendre? Et c'est pas facile, hein. Vous allez le voir après, vous allez voir que c'est pas facile. Il va falloir attendre le 19e siècle seulement pour avoir une théorie, on va dire, complète et cohérente de la géométrie qu'on appelle géométrie projective. Alors, Desargues, lui, d'une certaine façon, il va faire aussi le lien entre les constructions géométriques de la géométrie euclidienne, comme un peu le théorème de Ménélaüs tout à l'heure, qui venait des Grecs, et puis le point de vue de la perspective. Alors, on va essayer d'en voir quelques exemples. Alors, une des premières questions qui se pose, en géométrie, et peut-être que ceux qui ont enseigné comme moi il y a longtemps ont vu ça à l'école, c'est la question des cas de figure. C'est-à-dire qu'en géométrie, vous avez des propriétés qu'on peut démontrer à condition de supposer qu'il n'y a pas des cas particuliers. Et à cette époque-là, au XVIIe siècle, on va se poser la question d'intégrer les cas particuliers dans le cas général. Avoir des démonstrations mathématiques qui... Alors j'ai pris un exemple, là, si on a un vrai trapèze, qui n'est pas... Je vais faire un dessin. Les milieux des bases et les points d'intersection des deux autres côtés. Alors je vais faire un dessin ici, ce sera plus clair. Donc, les milieux des bases et les points d'intersection des autres côtés sont alignés. Et ça se démontre avec le théorème de Thalès, ou tout au moins avec les triangles semblables, qu'on dirait. Ou homothétiques, même, ça doit suffire. Alors, je fais la figure. J'ai un trapèze. Alors, ce que j'appelle un vrai trapèze, c'est-à-dire que ce n'est pas un parallélogramme. Donc, effectivement, je dis, je prends l'intersection, les milieux des bases d'abord. Je vais prendre les milieux des bases, c'est là et là. Et puis, je prends l'intersection des côtés qui sont là. Alors, ça me donne 3 points alignés. Bon, ça se démontre, encore une fois, avec le théorème de... Mais... si vous démontrez ça, c'est que vous supposez qu'ici, il y a un point d'intersection. Donc ça correspond à un cas de figure. Si j'ai ceci, du point de vue mathématique, c'est encore un trapèze. Un trapèze, c'est quoi en mathématiques? C'est une figure qui a deux côtés parallèles. Donc on peut dire que c'est un trapèze. Un parallélogramme, c'est un trapèze particulier. Mais je ne peux plus faire la démonstration. Enfin, d'abord, la démonstration, ça serait quoi? Puisque il n'y a pas de point d'intersection des deux côtés. Alors, l'idée qui va germer à cette époque-là, c'est que s'il y a un point d'intersection, il est à l'infini. Ces deux droites-là sont parallèles. Donc, alors, je vais faire quelque chose comme ça. Donc, elles se coupent à l'infini. Donc il y a un point à l'infini, c'est le point de fuite du dessin. Et si vous le faites en perspective, d'ailleurs, ça donne ça. Et ces deux points-là, étant les milieux, ce côté-là, il est aussi parallèle à ces deux-là. Donc, il passe par le point à l'infini. Donc je peux généraliser ma démonstration. Si j'admets les points à l'infini, je peux généraliser ma démonstration pour dire que ça reste vrai si je considère que les deux côtés du parallélogramme se coupent à l'infini. Et donc l'idée que va avoir Desargues, c'est cette idée de considérer que les cas de figure, on va voir des exemples plus... j'ai perdu le son. On va voir des exemples un peu plus compliqués que ça, mais que finalement, une figure comme celle-là, pour laquelle la démonstration de la propriété recherchée ne fonctionne pas dans des cas particuliers, bon, on peut la faire fonctionner
avec les mêmes théorèmes, à condition de considérer qu'il y a des points à l'infini. Les points à l'infini vont être des points. Alors, pour le moment, à part ceux parmi vous qui connaissent déjà ça et qui ont peut-être l'habitude d'utiliser ça, il ne faut pas essayer de voir les points à l'infini. Ils ne sont pas dans le plan, les points à l'infini. Ils sont quelque part, là, dans l'espace. Ils ne sont pas spécifiés, ce sont des points idéaux. Un peu comme, pour ceux qui ont suivi les cours l'année dernière ou il y a 2 ans, plutôt il y a 2 ans, c'est un peu comme les nombres complexes. À l'époque, quand on a inventé les nombres complexes, ils n'existaient pas vraiment. On les appelait imaginaires d'ailleurs, parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas les représenter. Là, c'est pareil. Vous ne pouvez pas les représenter, les points à l'infini. Pourquoi vous ne pouvez pas les représenter là-dessus? Ça, c'est ce qu'on appelle le plan affine. Le plan affine, c'est ou euclidien, on va dire euclidien pour simplifier. C'est le plan qu'on utilise en géométrie habituelle. Mais dans ce plan, il n'y a pas de point à l'infini. Pourtant, on peut raisonner en utilisant des points à l'infini. Donc où ils sont? Alors ça va être toute une controverse, tout un travail qui va être fait jusqu'au XIXe siècle pour se représenter symboliquement, d'une certaine façon, ces points à l'infini. Essayer de leur donner une espèce d'existence. Alors c'est des gens comme Monge, Poncelet et Möbius, j'allais dire Fabius, mais non, c'est Möbius, qui ont fait ça au XIXe siècle. Et ça va donner, alors au départ on va appeler ça la géométrie descriptive, et ça a un rapport d'ailleurs avec ce qu'on enseignait avant au lycée comme géométrie descriptive, mais surtout ça va donner la géométrie projective. Et ce qu'on va voir, c'est que cette géométrie projective va inclure les géométries euclidiennes et non euclidiennes. Elle est encore plus générale que ces géométries-là. Bon, ça c'est pour un peu plus tard. Alors voyons un exemple de ce type de raisonnement avec le théorème de Pappus. Le théorème de Pappus, c'est un théorème qui date de l'Antiquité grecque et qui... alors, le mieux c'est de le montrer, plutôt que d'en parler. Alors, du IVe siècle, donc, après Jésus-Christ. Et donc, le théorème de Pappus, c'est... J'ai 2 droites quelconques et 3 points, A, B, C, A', B', C', sur ces 2 droites. N'importe où. L'ordre dans lequel ils sont placés n'a pas d'importance. J'ai mis dans cet ordre-là pour que ça soit plus clair au niveau des noms des points, mais bon, ça n'a pas d'importance. Si je prends AB' et BA', se coupent en un point C'. Alors, déjà, revenons à ce qu'on a dit sur les points, sur les cas de figure, il se pourrait que ça soit faux. Si j'avais mis B' ici et A' là, j'aurais 2 droites parallèles. Elles ne se couperaient pas. Donc, dans le cas général, on dirait en mathématiques, c'est-à-dire dans le cas où elles ne se coupent pas, ça se coupe en un point que je vais appeler C seconde. Si je fais BC' et CB', ça se coupe en un point A seconde. Et si je fais AC' et A'C, ça se coupe en un point B seconde, et ces 3 points sont alignés. Toujours. C'est le théorème de Pappus. Alors ce théorème, il a été démontré dans l'Antiquité grecque. Je vais vous montrer que si je change la position des points, que je ne triche pas, c'est toujours vrai. Même si je mets les points ici, bon après ça devient difficile parce que les points, ils s'éloignent dans la figure. Mais ça reste toujours vrai. Autrement dit, c'est un théorème de géométrie euclidienne. Puisque pour le démontrer à l'époque, alors c'est pas évident, hein, ça se fait encore une fois avec le théorème de Thalès. Un point important, c'est que, important pour la suite, c'est que ce théorème, son énoncé ne fait intervenir que des alignements de points et des intersections de droites. Il n'y a pas de distance dedans, il n'y a pas de calcul de distance, il n'y a pas de formule avec des distances. Autrement dit, on pourrait dire que la géométrie de cette figure ne fait intervenir que 2 propriétés. Des points alignés, donc l'alignement, et des droites concurrentes. Des droites qui se coupent. Ça va être caractéristique de la géométrie projective. La géométrie projective, ça veut dire on oublie tout en géométrie, sauf les histoires d'alignement et de concours. Tous les théorèmes de géométrie projective ne vont faire intervenir que ces idées-là.
il n'y aura pas de distance. On peut en déduire quelquefois des choses sur les distances, en particulier en utilisant ce que j'ai dit tout à l'heure sur le birapport, j'en parlerai après, mais étant donné que dans la géométrie projective, il va pas y avoir conservation du parallélisme, donc on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, c'est des rapports de distance. Et bien là, on ne peut pas l'utiliser, et donc bien sûr, pour faire la démonstration, on l'utilise, mais on peut faire autrement, parce que les propriétés qui sont en jeu sur cette figure, ce ne sont que des propriétés d'alignement et de concours, c'est-à-dire d'intersection. Bon, donc, ça c'est très important, la géométrie projective va s'intéresser à ces propriétés-là uniquement. Et d'ailleurs, quand je dis alignement et concours, quand je dis concours, il y aura toujours concours, c'est-à-dire que deux droites vont toujours se couper. Quitte à ce que ça soit à l'infini. Mais elles vont toujours se couper. Donc les droites parallèles vont être inclus comme cas particulier, mais dans le cas général. Alors, justement, voyons ce qui se passe. Vous voyez, bon, ce théorème, il n'est pas difficile à comprendre, en tout cas. Je ne vais pas faire la démonstration qui est assez embêtante à faire. Enfin, il faut écrire beaucoup de choses, quoi, en fait. Mais admettons que je sois dans un cas particulier. Alors oui, là, je dis que ça ne dépend pas... de la position des points, là je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est toujours vrai, sauf cas particulier où ça ne se couperait pas. Alors justement, prenons le cas particulier où BC' est parallèle à B'C. BC' parallèle à B'C, ça veut dire que ce point-là n'existe plus. Je parle en géométrie euclidienne. Donc qu'est-ce qui se passe ? Alors j'obtiens une figure comme ça. Vous avez BC', alors il faut s'y retrouver un peu dans la figure, BC' qui est là, B'C qui est là, et donc vous avez ces deux points, ils sont sur la même droite, bien entendu, puisque deux points sont toujours sur la même droite, mais il n'y a pas de troisième point. Mais si, il y a un troisième point, il est à l'infini. Parce que comme BC' et B'C sont parallèles, elles se coupent là-bas à l'infini. Mais du coup, ici, B seconde, si on admet que le théorème de Pappus est toujours vrai, B seconde, C seconde, va aussi couper là-bas à l'infini, et donc ça veut dire que ces trois droites maintenant sont parallèles. Donc, on intègre le cas où les droites sont parallèles dans le cas général. C'est-à-dire on considère que deux droites parallèles, comme BC' et B'C, se coupent en un point à l'infini, mais ce point à l'infini va être commun aussi avec cette droite-là. C'est-à-dire que les points vont donner trois droites parallèles. Le point à l'infini va donner trois droites parallèles. Alors, on va le voir après sur un autre exemple. Donc, comme cas particulier du théorème de Pappus, on démontre que B seconde, C seconde est parallèle à BC' et B'C. Alors, je vais essayer de monter ça ici, ouais. Au milieu du XVIIe siècle, Desargues, donc qui est... alors ce théorème de Pappus, dans le cas normal, on va dire, il est connu, bien sûr. Desargues, lui, il interprète ce cas, dans ce que je viens de dire, en disant que la prise en compte du point à l'infini fonctionne aussi dans le cas du théorème de Pappus. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, l'idée un peu, c'est de dire que la prise en compte par Desargues, du fait que c'est... Oui, ce que j'ai pas expliqué, c'est dans quel contexte Desargues fait ça, par rapport à Descartes, je vais en parler tout de suite. Mais la prise en compte des points à l'infini permet d'étudier, de mettre dans le même cadre tous les cas particuliers. Oui, je fais un petit aparté j'ai oublié de parler de Desargues, il est à l'époque de Descartes, c'est-à-dire il est à l'époque où Descartes invente la géométrie analytique. La géométrie analytique, c'est une géométrie dans laquelle on va remplacer la géométrie par des calculs. C'est-à-dire que plutôt que de démontrer une propriété géométriquement, on va
mettre la figure dans un repère. On va mettre, pour chaque point, on va mettre des coordonnées, qui sont des nombres. Pour chaque droite, on va donner des équations. Pour les coniques aussi, on va donner des équations. Et puis, démontrer, ça va consister à calculer. Par exemple, pour démontrer le théorème de Pappus, bon courage, vous pouvez le faire, mais il suffit de donner des coordonnées, des équations pour les deux droites de départ, des coordonnées des points sur les droites, et puis démontrer que les points où ça se coupe, ça sont des points alignés. Avec des vecteurs si vous êtes au XXe siècle, mais à l'époque on le faisait très bien sans vecteurs. Bon, donc ça c'est le grand avantage d'après Descartes de sa méthode. Il ne faut pas oublier que Descartes, il arrive à un moment où on conteste la géométrie grecque d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on essaye de... Ce qu'on reprochait à la géométrie grecque, c'est d'avoir donné des propriétés et d'avoir donné leur démonstration, mais sans expliquer comment on avait trouvé ces propriétés-là. C'est-à-dire, on disait, ben voilà, c'est comme ça, cette propriété est vraie, et après on l'a démontré, d'accord, donc c'était correct. Mais comment on avait trouvé que c'était vrai? Il y a un exemple très connu, c'est la parabole d'Archimède, ou je crois que c'est Archimède, enfin bon bref, ça n'a pas grande importance. Vous prenez une parabole, vous coupez par une droite, et puis vous essayez de calculer la surface entre la droite et la parabole. Et le théorème grec dit que cette surface, c'est un tiers d'une autre surface. Mais pourquoi un tiers? Puisqu'il n'avait pas dit comment on trouvait un tiers. Par contre, il démontrait après. Ce que veulent les mathématiciens du XVIIe siècle, c'est trouver ce qu'on appelle l'analyse, c'est-à-dire une méthode qui permette de trouver les propriétés avant de les démontrer. Et là, pour Descartes, ça marche, parce que c'est des calculs, donc par les calculs, on peut trouver les propriétés. Mais il y a eu des résistances à ça, parce que les gens ont dit, mais c'est pas de la géométrie ça, c'est du calcul. Nous, ce qu'on veut, c'est des méthodes géométriques. Et Desargues, il fait un peu partie de cette branche qui consiste à dire, je vais voir la géométrie autrement pour augmenter les capacités synthétiques, on dirait, de la géométrie, c'est-à-dire sans le calcul. C'est un peu dans ce cadre-là qu'il travaille aussi. Bon, alors je vais terminer parce qu'il est déjà moins 10, donc je vais parler de ça. Je vais donner donc le théorème qu'on appelle le théorème de Desargues, qui est sur la même idée que précédemment. Toujours cette idée de droite, ce qui se passe lorsqu'on a des droites parallèles. Alors, le théorème de Desargues, il dit ça, c'est j'ai trois droites séquentes AB, AC et AD, on va dire, et sur ces trois droites, j'ai des points BB', CC', DD', et j'ai deux triangles. Alors, la figure est très générale, vous voyez que là aussi, je n'ai pas de parallèle, je n'ai pas de distance, j'ai que des alignements et des intersections. J'ai rien d'autre. Alors, que dit le théorème de Desargues? Il dit que si je prends BD et B'D', si je prends ensuite BD et B'D', pardon, dans le cas général, se coupent en un point C secondes, encore une fois dans le cas général. BC et B'C' se coupent en D secondes. Et puis le troisième, ça me donne B secondes. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, ces trois points sont alignés. Bon, là aussi, aucune considération de distance. Mais la question, c'est si les points n'existent pas, les points d'intersection n'existent pas, qu'est-ce qui va se passer? Alors là aussi, on peut interpréter, on va le faire, mais vous voyez que sont quand même... Alors, ces deux triangles, on dit... Attendez, je vais revenir un peu en arrière parce que c'est intéressant de voir la figure au début. Ah. Cette figure, vous pouvez la voir de deux façons différentes. Vous pouvez la voir comme une figure plane, et c'est une figure plane, mais vous pouvez la voir aussi comme une figure en perspective en 3 dimensions. Vous pouvez voir que ce triangle-là, ou l'autre, ça n'a pas d'importance, l'un est une perspective de l'autre, au sens qu'on a dit de la perspective. C'est une projection. Hein. Si je prends le plan de ce triangle et le plan de ce triangle, eh bien, à partir du point A, je projette un triangle sur l'autre. Donc on est dans le cadre vraiment de la perspective, généralisée aux mathématiques. Et donc, si je le vois comme ça, ben je vois bien que c'est un théorème de perspective. C'est un théorème de géométrie projective. Par contre, en géométrie plane, ben c'est vrai aussi, parce que rien ne dit que cette figure, en tout cas, est faite dans le plan. Donc ça marche aussi pour des points
pour une figure plane. Alors je reviens à là où j'en étais. Les points sont alignés. Bon, on va examiner le cas particulier. DC parallèle à D secondes, C secondes. Alors DC, où c'est DC? DC ici. Et D secondes, C secondes, il est là-bas. Non, c'est D', C', pardon. C'est DC parallèle à D', C'. Auquel cas, le point B seconde n'existe pas. Bon, si je fais ça, ben vous voyez que la troisième droite devient parallèle, c'est comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle est encore séquente avec les deux premières, sauf qu'elle est séquente à l'infini. Donc, le théorème des arcs dans le plan affine, c'est-à-dire dans le plan sans point à l'infini, quand les droites se coupent, se généralise au théorème qu'on dirait projectif, c'est-à-dire avec des points à l'infini, un point à l'infini, s'il n'y en a besoin que d'un, celui qui est sur chacune des trois droites. Ces trois droites sont parallèles, donc elles ont un seul point à l'infini en commun, un peu comme le point de fuite. Donc ce point à l'infini permet de dire qu'elles sont séquentes, comme dans ce qu'on a vu avant. Alors ça, je l'ai écrit. Bon, là j'ai simplement écrit ce que je viens de vous dire. Bon, vous voyez qu'on est dans un cadre bien précis. Hein. Comme je ne vais pas avoir le temps d'avancer beaucoup, je ne sais pas ce que j'avais prévu après, je conclus un peu là-dessus. Oui, les quadrangles opposés, c'est pas très important, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui en tout cas. En tout cas, je voudrais qu'on retienne de ce qu'on a fait aujourd'hui le fait que la généralisation des théorèmes à des cas particuliers où les droites ne se coupent pas oblige à compléter le plan habituel, en y mettant des points à l'infini. Et il va y avoir aussi des droites, enfin au moins une droite à l'infini. Parce qu'en fait, la ligne de fuite, vous voyez bien que sur un tableau, il n'y a qu'une ligne de fuite, une ligne d'horizon. Il n'y a qu'une, pas une ligne d'horizon, pas une ligne de fuite, il n'y a qu'une ligne d'horizon. Et donc, il n'y a qu'une droite à l'infini, dans le plan. Je parle dans le plan, hein. Dans l'espace, c'est plus compliqué. Mais donc, vous allez avoir l'ensemble des points à l'infini de toutes les droites parallèles. Alors, je conclus par ça. Ouais, c'est là-bas. Je conclus par ce schéma qui permettra d'éclairer la suite. Si je prends des droites parallèles, alors je vais leur adjoindre un point à l'infini, que je vais appeler infini 1. Pour pouvoir faire ce type de démonstration, pour pouvoir arriver à ce type de conclusion en tout cas. Si je prends des droites parallèles, mais d'une autre direction, par exemple, je prends cette droite-là, cette droite-là, cette droite-là. Alors je vais faire se couper là. Ça donne un deuxième point à l'infini. Un peu comme dans le tableau de la perspective, vous avez deux points à l'infini. Mais là, on est obligé de généraliser en mathématiques, c'est-à-dire, si j'ai trois autres droites parallèles, alors bon, elles ne sont pas vraiment droites, mais finalement, vu l'état de la géométrie, c'est pas très grave. L'état où on est, ben, ces droites-là, elles vont se couper à trois. Alors ma figure est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce qu'en fait, enfin elle est fausse, pas tant que ça, parce qu'en fait, ça c'est une droite. C'est la droite qui va passer par tous les points, et d'ailleurs c'est un cercle en même temps. C'est encore plus surprenant. Cette droite à l'infini est en fait un cercle. On expliquera pourquoi dans la suite, bien sûr. Mais, si vous voulez, il n'y a qu'une droite à l'infini dans un plan. Je fais de la géométrie plane. Faire de la géométrie projective en 3 dimensions, c'est très compliqué, on n'y voit plus rien. Déjà, là, on n'y voit pas grand-chose, mais on n'y voit plus rien. Et donc, je me contente de la géométrie plane. Et donc, dans le plan normal, il n'y a pas de point à l'infini. On lui ajoute abstraitement des points à l'infini qui correspondent en fait à chaque direction. Ce qu'on appelle direction, c'est l'ensemble des droites parallèles à une même droite. Toutes les droites
parallèles forment ce qu'on appelle une direction. Donc à chaque direction, on associe abstraitement un point qu'on appelle le point à l'infini de cette direction. Étant donné que c'est le même pour toutes les droites, ben, il n'y en a qu'un. Mais quand vous prenez des directions différentes, on a des points à l'infini différents. Et tous ces points à l'infini, on peut le démontrer, sont sur une même droite, qu'on appelle la droite à l'infini. Si vous faites un tableau, vous verrez bien que si vous avez des parallèles dans votre tableau, vous avez votre point de fuite et vos lignes de fuite qui convergent vers le premier point de fuite. Vous avez par exemple les diagonales qui convergent vers un autre point de fuite. Si votre tableau est correct du point de vue perspectif, eh bien, si vous avez d'autres droites parallèles que les côtés du quadrillage ou ces diagonales, ben vous allez voir que ces parallèles-là vont converger sur la droite aussi d'horizon. Donc il n'y a bien qu'une droite à l'horizon. Alors cette droite est un cercle, c'est plus compliqué encore. C'est parce que l'idée c'est que si vous regardez devant vous, vous avez une droite qui est comme ça. Donc vous avez un point à l'infini. Vous tournez, vous avez un autre point à l'infini. Mais quand vous allez aller de l'autre côté, le point à l'infini va être derrière vous. C'est le même point à l'infini qui a tourné. Donc en fait, les deux points à l'infini à chaque bout se rejoignent et ça forme un cercle. C'est ça l'idée. Et on va essayer de concrétiser ça. Vous verrez que les représentations, par contre, géométriques de ça sont très complexes. Enfin, pas complexes du point de vue des calculs, mais même à visualiser, je vous en montrerai la prochaine fois. Voilà, je m'arrête pour aujourd'hui, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.